La Volontia Gambala travaille depuis pas mal de temps sur tout ce qui touche la terre, protéger les sols. Donc c'est un élément majeur en fait de l'agriculture paysanne. Et donc on a travaillé en ce sens depuis pas mal d'années. Et aujourd'hui donc on a invité Marcel Boucher, qui est donc bien connu pour avoir travaillé depuis des années, voire toute sa carrière en fait, sur les chichalis, donc les vers de terre. Ça, ce qui va nous faire une intervention là ce soir sur tous les intérêts de comprendre ces petites bêtes. Et puis j'en profite aussi pour vous dire que demain matin, de 10h à midi, on fera une sortie terrain vraiment localement là sur Ainis pour faire quelques profils de sol pour aller justement à la découverte de ces chers vers de terre dans prairies, terre un peu plus travaillée et puis les landes. Voilà, donc là je vais laisser la parole directement à Marcel Boucher qui va se présenter et puis dérouler. Me présenter, ma foi, c'est fait. Hein. Oui, c'est vrai, j'ai fait toute ma carrière à étudier des vers de terre. Bon, c'est un peu un point de vue étroit, mais je ne vous parlerai pas que de vers de terre, je vous parlerai aussi et surtout de ce qu'ils font dans nos champs. Hein. Et peut-être j'évoquerai un petit peu le problème des relations des vers de terre avec l'agriculture, voire avec les hommes en général. Voilà. Alors on va commencer par déjà faire comme moi, vous allez découvrir les vers de terre, parce que quand on m'a chargé de cela, ma foi, j'avais pas grand-chose. Alors on va faire une drôle de démarche, on va partir de l'époque actuelle et on va reculer dans le passé, vous allez comprendre pourquoi. Parce que les vers de terre n'ont pas de fossiles, n'ont pas de traces historiques. Donc, quand j'ai commencé à étudier les vers de terre, non seulement on ne les connaissait pas en France, et spécialement au Pays Basque, et en plus, on n'avait aucune idée de leur histoire. Et vous allez voir que ça s'est dévoilé de façon assez inattendue. Alors, pour connaître les vers de terre de France, eh bien, j'ai tout simplement pris une camionnette et j'ai fait toute la France, en ramassant partout des échantillons de vers de terre évidemment, mais de terre qui étaient associés, et en décrivant avec mes modestes moyens, mais comme je suis jardinier, je connais quand même les plantes, les paysages dans lesquels ils se trouvent. Puis alors j'ai été ensuite invité en Belgique à refaire le même travail, si bien que là vous voyez que la France elle est un peu plus grande que d'habitude. Comme diraient les Belges, le cerveau était rajouté. Hein. Bon. Alors donc c'est sur cette base-là que j'ai dû décrire et découvrir en fait un très grand nombre d'espèces différentes de vers de terre. Dans ce pays, par exemple au Pays Basque, vous voyez, il y a des tas de petites lettres. Et dans le Béarn, hein, c'est pas le Pays Basque. Hein. Mais disons, d'une façon générale, dans l'Aquitaine, j'ai découvert des tas d'espèces, la plupart nouvelles pour la science, à l'exception d'une, qui était connue avant. Alors, il y a une sorte de coupure, j'ai marqué là, qui en gros est sur le Val de la Garonne, et ça correspond en fait à deux sous-genres, je ne vais pas vous parler de noms latins, mais ce sont donc des grands groupes de vers de terre qui ont survécu. Et si je montre que le sud de la France, c'est que, et là on commence l'histoire, hein, au Quaternaire, c'est-à-dire il y a 40 000 ans, c'est juste hier, il y a eu des glaciations qui ont supprimé tous les vers de terre pratiquement au nord du Massif central et au plus au nord. Par contre, au sud, là, ce que j'observais, c'est que ça correspondait à, en fait, une histoire. Ces paysages ne se sont pas créés n'importe comment. En fait, avec la surrection des Pyrénées, ensuite, il s'est créé cette plaine de l'Aquitaine, avec à chaque fois des vers de terre. On pouvait reconnaître dans l'espace ce que je reconnaissais, leurs différences. Parce que leurs différences, on pourrait dire, ils changent au kilomètre, pas au kilomètre, mais disons aux dizaines de kilomètres, et j'arrivais à voir des espèces tout à fait différentes, mais associées. Donc, en quelque sorte, je voyais dans le passé, dans l'espace, le passé. Alors ça, c'était assez inattendu. Hein. On n'a pas l'habitude de raisonner comme ça. Et j'écris Eureka parce que j'avais découvert en fait qu'un outil qui nous permet de projeter la répartition actuelle des vers de terre
sur le passé des territoires. Alors le passé des territoires, c'est pas moi, ce sont les géologues qui le font, mais ça me permet de dater comment les vers de terre ont occupé ces paysages. Alors, je ne vais pas vous rentrer dans le détail scientifique de tout ça, mais par exemple, là j'ai eu un petit problème quand je suis passé dans l'autre partie du sud de la France. J'avais toujours ces mêmes vers de terre, ce sont les grands vers de terre. Pour vous c'est banal, hein, mais quand je parle de ça au nord de la France, des vers de terre qui font 80 cm, ça n'existe pas là-bas. Alors ils disent, il est du Midi, il exagère. Non, pas du tout. Vous, ici, vous connaissez les chicharis, les vrais, les grands. Alors ces grands-là également continuent. Et dans l'histoire, ils ont occupé, lorsque les Alpes sont apparues, les Alpes c'est plus tard que les Pyrénées. Hein. Les Pyrénées c'est du 40 millions d'années, et les Alpes c'est 13 millions d'années. Puis alors, j'avais un problème, j'avais une sous-espèce là, qui était également en Corse. Et il était impossible pour les vers de terre d'être passés de la zone provençale, puisque moi je m'arrête à la frontière française, en Corse, puisqu'il y avait la mer Méditerranée qui interdit ce passage. Et ma foi, quand mon livre est paru en 1972, j'étais devant ce mystère, comment une sous-espèce d'une espèce qui était alpine avait pu se développer en Corse. La même année que la sortie de mon livre, il y a eu un travail qui a été publié qui a démontré que la mer Méditerranée a baissé de 1000 mètres. C'est énorme, le détroit de Gibraltar s'est fermé et elle s'est desséchée, et ceci il y a 6 millions d'années. Donc si vous voulez, vous êtes au niveau des Pyrénées 40 millions d'années, vous passez dans les Alpes 13 millions d'années, et là vous arrivez en Corse, c'est 6 millions d'années. Ça colle, on a une sous-espèce, une espèce, etc. Je m'y retrouvais très bien du coup. Alors en fait, l'évolution a été beaucoup plus longue que ça, mais les tout premiers vers de terre qui se sont différenciés, alors cette fois-ci c'est l'histoire au niveau de la Terre, c'est donc encore plus ancien. Il y a deux types de vers de terre qui se sont créés. Ceux qui vivent dans le sol, qui mangent de la terre avec un peu de matière organique qui est pénétrée, ne serait-ce que par les racines. Et puis il y a ceux qui vivent sur la terre, qu'on appelle les épigées, qui vivent dans la matière organique qui se dépose en surface. Bon, c'est pas le cas ici, hein, c'est fini ça. Mais à l'origine c'est ça, au niveau de la terre entière. Alors les premiers, ceux qui vivent dans la terre, n'ont pas de pigments, ils ont la couleur de leur chair, quoi. Parce qu'il n'y a tout simplement pas de prédateurs qui les voient dans la terre. Donc ça ne sert à rien, au point de vue protection, d'avoir la même couleur que le milieu où ils vivent. Par contre, ceux qui vivent en surface, qui vivent surtout dans de la litière, couleur litière, voilà, ce sont les épigées qui ont en gros la couleur des feuilles mortes dans les forêts. Donc c'est les deux grandes catégories initiales. Puis alors, alors la tectonique des plaques, c'est un grand mot des géologues là, pour dire que les continents se sont déplacés, se sont heurtés. C'est d'ailleurs comme ça que les Pyrénées se sont créées. Hein. C'est la plaque ibérique qui est rentrée en choc avec l'Europe, si j'ose dire, et qui a fait surgir les Pyrénées. Bon, plus tard, les Alpes, c'est le même problème là, mais c'est plus compliqué à expliquer. C'est une plaque africaine qui crée tous les mouvements alpins, hein, y compris l'Italie et tout ça. Mais là, j'ai pu, en reconstituant tout ça, je ne vais pas vous sortir tout ça, c'est impossible, c'est un casse-tête en plus. Mais c'est dans mon livre quand même. J'ai pu remonter jusqu'au moment précis où les continents, disons, qui sont l'actuelle Asie et l'Europe, et l'Amérique du Nord, qui ne formait qu'un seul continent, se sont heurtés avec le reste, tout le reste. Hein, vous pouvez mettre de l'Australie, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et à cette époque-là, justement, voilà, bah nous y sommes. Tiens. Alors vous voyez, vous avez l'Australie, vous avez l'Inde, la I, c'est écrit en anglais, je suis désolé, c'est SA, c'est Amérique du Sud. Il faut tout inverser. Vous avez l'Amérique du Nord, vous avez l'Afrique, l'Asie, ça c'est comme en français, ça va. Et puis vous avez l'Asie du Sud-Est. Et là j'ai fait cette publication en montrant que l'Asie du Sud-Est ne pouvait pas être comme
les géologues la placent là, à cette époque, mais étaient en fait coincés entre l'Inde et l'Australie. Bon, alors, les vers de terre me disaient ça. Alors évidemment, les géologues ne disaient pas ça. Alors, ou les vers de terre mentaient, mais ça m'étonnerait, parce qu'ils sont quand même bien là, ou les géologues se trompaient. Effectivement, ils se trompaient. Mais attention, ça c'est des travaux des années, les géologues c'est les années 80, et en fait on sortait de la guerre du Vietnam, de l'isolation de la Chine sous Mao Tse-tung, et la science en fait géologique était restée complètement bloquée sur de très vieilles connaissances, et que dès qu'ils ont pu avoir des informations modernes, ils ont mis l'Asie du Sud-Est à sa place. Donc, mais j'avais vu avant eux, par les vers de terre, la répartition de la Terre il y a donc quelque chose comme 300 millions d'années. Comme quoi les vers de terre, ça informe. Et là, on ne les attend pas. Mais ce qui est intéressant pour nous, et là ça nous concerne beaucoup, c'est cette petite affaire là que je montre A, B, C, D. Faites seulement attention qu'à A et B. En A, ce sont tous les vers de terre qui sont... Quand les vers de terre se sont adaptés à la vie terrestre, ils ont eu des tas de problèmes pour s'y adapter, mais l'un d'entre eux a été de consommer évidemment des matières relativement solides, et donc d'avoir ce qu'on appelle des gésiers. Ce sont ces trois poches que vous voyez en or. Et ces poches se développent dès la bouche, et se développent à un endroit qui est en grande concurrence avec les muscles qui servent également à pénétrer dans la terre. Il y a donc les vers de terre sont tenus de vivre dans une galerie. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas développer des organes à côté. Donc ils sont obligés de s'organiser dans cette galerie. Et tout ce que je viens de vous montrer dans la carte précédente, c'est-à-dire l'Asie du Sud-Est, l'Australie, l'Inde, l'Amérique du Sud et même l'Amérique du Nord, l'Afrique, tout cela, ce sont des vers de terre qui n'ont des gésiers que dans la tête. Bon. Et alors, il y a un petit miracle qui s'est produit quelque part, là, à côté dans les Pyrénées, ou plus peut-être vers la Méditerranée. L'emplacement précis, je ne peux pas le connaître. Il y a eu ce développement du deuxième type de vers de terre avec jabot-gésier reculé. Et ça permet le développement en avant, regardez en B, de gros muscles qui permettent de creuser. Et ça crée une troisième catégorie de vers de terre que vous connaissez bien, qui sont ces vers de très grande taille, qui vivent cette fois-ci non plus en haut ou en bas dans le sol, mais verticalement, qui montent, qui creusent, qui remontent beaucoup de terre sous forme de ce qu'on appelle turricule, ce qui salit les chaussures. Bon, turricule, ça veut dire petite tour, parce qu'ils font des petites tours, ils creusent et ils déposent de la terre sans arrêt. Et alors, ils ont surtout une puissance musculaire et un travail formidable que les autres n'ont pas pu développer nulle part sur la Terre. Sauf ça a dû commencer quelque part dans l'Ibérie, le sud de la France, et on est sûr quelque part vers l'Italie, mais pas ailleurs. Bon. Et c'est pas passé aux États-Unis, en Amérique du Nord, parce que cette petite révolution s'est produite après le moment où l'Europe s'est séparée de l'Amérique du Nord. Donc, initialement, il n'y a pas de ces vers de terre avec une grande puissance musculaire. Ça, c'est une spécialité, je dirais, en simplifiant, européenne. Bon, je simplifie beaucoup. Donc, cette histoire est importante pour comprendre pourquoi aussi, d'une certaine façon, vous verrez, ça a des conséquences, même en agronomie. Alors cette innovation a permis la création de ces vers de terre à activité verticale, qui s'appellent les anéciques. Alors ça, c'est un mot pas très facile, il faut faire l'effort de le retenir. Ça veut dire qu'ils montent en haut, mais ça veut dire aussi qu'ils vont en bas. Alors ça, c'est une grande innovation, et surtout, ils vont faire un travail que les autres ne font pas, ils vont mélanger la matière organique de surface avec les matériaux minéraux. Ils vont remonter les matériaux minéraux sur la matière organique de surface. Donc un travail vertical dans les champs que les autres vers de terre ne font pas. Alors, je ne vais pas vous présenter ça, à vous, là, vraiment. Quand je montre ça ailleurs, les gens... Oh, bon, vous, je ne peux pas vous... Voilà. Ben là, c'est un chichari quelque part, là, il est dans la montagne des Pyrénées, d'ailleurs. Je ne me rappelle plus exactement où j'ai photographié ça.
Alors voilà des vers de terre que j'ai capturés à Saint-Palais, c'est à côté d'ici. Voilà. Et j'ai remis en surface pour les photographier. Mais ils sont plus petits que Manu m'a dit que là, ça, je suis stupéfait. Alors j'ai à l'époque décrit avec des beaux noms latins, vous voyez, ça porte mon nom. Boucher en 67 a décrit ça, et j'avais à Saint-Palais entendu parler des chicharia. Alors j'ai repris le mot, j'ai écrit à la française, je suis désolé. Il y a 2 fautes d'orthographe en basque là. Depuis j'ai découvert que ça s'écrivait pas comme ça, mais moi c'était à l'oreille, et quand j'ai décrit ça, j'étais tout content de mettre un nom basque pour un nom de ver de terre. Voilà. Latinisé. Alors, maintenant, on va reprendre les choses dans l'ordre. Hein. On va commencer par le passé, parce que vous avez vu, je suis parti du présent. Mais c'est du présent dont je suis parti. Moi, hein. Ramasser les vers de terre, c'est actuellement, puis il a fallu reconstruire le passé. Maintenant, on va refaire la démarche inverse. On va repartir dans la mer. Il y a 700 millions d'années, vous avez des vers marins qui sont les ancêtres des vers de terre. Alors, ils ont les sexes séparés, ça veut dire qu'il y a des mâles et des femelles, et les uns lâchent leurs ovules, les autres leurs spermes dans l'eau, et chacun se débrouille pour que le sperme rejoigne les ovules, féconde, etc. Ça, c'est dans la mer. C'est toujours vrai aujourd'hui, ça n'a pas changé, et on a eu la chance d'avoir une trace fossile de ces animaux, il y a 700 millions d'années. Donc on sait qu'ils étaient déjà là. Bon, ensuite, ils ont remonté les rivières. Alors là, ils ont eu un petit problème pour rentrer dans le monde terrestre émergé. C'est que le sperme et les ovules repartaient à la mer. C'est impossible. Même leurs petites larves, parce que quand ils se fécondaient, ils avaient des petites larves qui nageaient. Tout ça, ça repartait à la mer. Alors ils ont inventé le cocon, c'est-à-dire un organe que nous allons voir dans un instant, dans lequel les vers de terre mettent à la fois le sperme, vous allez voir de qui, et les ovules, et c'est emballé et c'est abandonné au début dans la vase quand on est en eau douce, et ensuite dans la terre quand ils ont occupé la partie terrestre. Ça s'est passé, j'ai pu le dater, 290 millions d'années. C'est pas hier, mais quand même. C'est bien plus tard que les tout premiers vers de terre, si j'ose dire. Alors les premiers terricoles sont là. En plus, alors, ils sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils sont mâles et femelles. Voilà, ils sont en train de s'accoupler en surface, là. Alors, c'est l'accouplement, c'est entre mâles, ce sont des homosexuels. Hein, tant pis si ça vous choque, mais c'est comme ça. Quand ils se rencontrent, ils sont homosexuels, et celui-là, par exemple celui qui est en haut, va envoyer son sperme dans celui qui est en bas. Et réciproquement, celui qui est en bas va l'envoyer dans celui qui est en haut. Et ils s'échangent du sperme. Alors le sperme ne sert pas directement à la fécondation. Chaque ver de terre repart dans son coin avec une réserve du sperme du conjoint. Pas son sperme, le sperme du conjoint, et chacun repart avec le sperme du conjoint. Puis, cet organe-là, qui est déjà très développé, là, qui est orange sur la photo, il va se mettre à produire une enveloppe, et de cette enveloppe, je pense qu'on passe, voilà. Donc c'est ce gros organe-là, va produire une sorte de tube, et dans ce tube, le ver de terre va alors devenir femelle à ce moment-là. Il se met à mettre ses ovules, ou son ovule, en général il n'y en a qu'un. Et puis le tube continue de se déplacer, ça passe devant ce qu'on appelle les spermathèques, là où il y a la réserve du sperme, mais pas de lui, mais du conjoint. Donc il y a bien croisement. Mais vous voyez, c'est une drôle de reproduction, c'est une reproduction en 2 temps. Alors là, maintenant, il est femelle, il abandonne son ovule, enfin il ne l'abandonne pas, il le dépose dans cette enveloppe ronde, et cette enveloppe ronde, comme le ver de terre recule et se retire, elle va être abandonnée dans le sol, et elle va se collapser, comme on dit, aux 2 extrémités pour faire un petit cocon. C'est-à-dire cette espèce de petite boule là. Alors là, bon, j'ai été vite, là, hein, le ver de terre est déjà développé, l'ovule s'est fécondé, et le ver de terre s'est développé. Voilà. Et la réserve alimentaire qui a permis ce développement-là, elle a été développée par celui qui avait le gros clitellum, cet organe dessus, là, en forme de sel. Bon, ça y est, j'ai lâché le mot clitellum, je suis désolé, mais j'évite les termes techniques. Voilà, et alors le petit ver de terre deviendra grand. J'arrête les vers de terre et d'un seul coup j'amène l'homme là-dedans.
Et j'oppose en quelque sorte, je ne sais pas qu'elles s'opposent, mais enfin elles se distinguent bien, deux types d'agronomie. L'agronomie que j'appelle simplificatrice, celle qui est dominante. J'ai fait toute ma carrière à l'INRA, je connais bien. Hein. Alors on a des belles théories. On n'a qu'un seul critère d'évaluation, on fait un mode, une nouvelle variété, ce que vous voulez, un nouveau mode de labour, un nouveau pesticide, etc. Si ça marche, le pesticide tue bien ce qu'on a envie de tuer, allons-y, c'est parfait. Et on ne veut pas savoir s'il a d'autres effets. Et surtout, ce qu'on regarde à la fin, les rendements augmentent. Ils augmentent, bravo, la vie est belle. C'est aussi simple que ça, mais on ne sait absolument pas ce qui se passe dans un champ. On regarde juste le rendement, c'est le critère. Ce qui se passe dans le champ, c'est pas, puisque on n'étudie pas ce qui se passe dans le champ. Alors, cette agronomie simplificatrice a l'avantage d'être facile à enseigner. On explique qu'il faut faire un labour, préparer le sol, etc. Et ce qu'on appelle l'itinéraire technique, tout ce qu'il faut faire pour faire une culture qui va aller très bien. C'est également très facile pour bluffer aujourd'hui. C'est employé à tour de bras. Aujourd'hui, tous ces agriculteurs, cette agronomie simplificatrice est éco. Hein, elle est éco n'importe quoi, mais elle est éco. Ils disent qu'ils travaillent sur des écosystèmes ou sur des agrosystèmes, voire même sur des... Alors, tous les mots sont bons. Ils disent même qu'ils s'occupent d'écosystèmes et ne savent pas ce que c'est qu'un écosystème, pas plus qu'ils ne savent ce que c'est que l'écologie. Mais ça n'a pas d'importance, ça marche très bien puisque le public ne le sait pas non plus. Alors on peut donc raconter ce qu'on veut, ce que j'appelle bluffer. Voilà. Alors l'agriculture simpliste toujours, j'aurais dû mettre agronomie. Simpliste, impossible de prendre en compte l'agroécosystème, car totalement ignoré par les agronomes. Ça, il faut être bien conscient de ça. Ils ne savent pas ce qui se passe dans un champ. Alors c'est facile à vendre politiquement, médiatiquement. Les agro-industries, par contre, elles, vendent leurs produits en amont, hein, pesticides, machines, tout ce que vous voulez. Et puis en aval, on signe des contrats pour acheter les produits. C'est-à-dire que l'agriculteur est pris littéralement dans une mâchoire entre les techniques qu'il est obligé de payer pour mettre en œuvre dans son champ, hein, et en même temps, il est pris par les prix de revient. Il y en a qui défilent, hein, qui sont trop bas pour qu'ils amortissent leur travail. Voilà. Alors ça, nous en sommes là, et il y a des tas d'aides, c'est sous parfumé. Puis alors, par opposition, ce que j'ai appelé les agriculteurs économes. Alors, je dois avouer que je mets là dans le même sac tous ceux qui essayent de réfléchir, mais surtout, ils s'efforcent d'utiliser intelligemment ce qu'il y a dans leur parcelle, et pas seulement dans leur exploitation. À savoir, ils vont essayer de se servir au maximum des produits végétaux, ne serait-ce que pour faire de la matière organique et pouvoir apporter de l'énergie au sol. Et ils vont également essayer de faire en sorte qu'ils utiliseront un minimum de pesticides et d'apports extérieurs en préférant travailler autrement. Alors, ils font ce que j'appelle l'auto-fertilité, c'est-à-dire qu'ils favorisent avant tout la fertilité de leur parcelle et pas quelque chose qu'on importe sous forme de sac d'engrais. Bon. Alors, ils sont partisans d'avoir le semi-direct, mais le semi-direct ne fonctionne pas, mais pas du tout, s'il n'y a pas les fameux anéciques pour labourer, pour faire les galeries, etc. On va en parler, c'est pas des belles paroles, vous allez voir, on va mesurer ça. Également, la fixation libre et symbiotique de l'azote, etc. Mais, au point de vue recherche, qui sont quasiment laissés eux-mêmes, hormis quelques beaux discours. Donc on est devant deux types d'agriculture mais il faut avouer que les agriculteurs économes s'organisent de plus en plus et commencent à se faire entendre. Alors oui, je signale un petit truc. Si vous avez des doutes sur mes propos, parce que j'ai l'air de raconter des histoires, après tout, vous n'êtes pas obligé de me croire, je vous donne un conseil. Faut vous penser sur le mensuel électronique de l'Académie d'agriculture de France, qui vient de faire une proposition, attention, qui porte un très joli titre. Hein. Ça s'appelle Agriculture Innovation 2025. Hein. Ça veut dire qu'il y a des programmes qui s'appellent tous éco d'ailleurs. Hein.
très drôle. Il n'y en a pas un qui sait ce que c'est que l'écologie, mais ils sont tous égaux. Et tous ces programmes s'alignent pour montrer les progrès qu'il va falloir faire d'ici 2025. Alors c'est attristant d'ignorance. Bon, c'est de la recherche agronomique du type simpliste, fait par d'excellents spécialistes, mais qui sont comme j'en suis, je fais partie des spécialistes. Il faut savoir qu'un spécialiste, quand il est bon dans sa spécialité, c'est qu'il sait spécialiser, comme son nom l'indique. Donc il est bon pour son petit truc. Le drame, là, c'est qu'à partir de son petit truc, il dit que ça s'applique au champ. Il n'est pas allé voir. Voilà. Et ça, c'est une règle. C'est-à-dire qu'ils extrapolent les idées qui sont faites sur, soi-disant, leur utilité. Et c'est ça, les innovations pour 2025. Alors, c'est un très beau rapport, hein, je sais plus, il y a 195 pages à lire. C'est écrit savamment, c'est une merveille. Alors maintenant, on va revenir aux choses sérieuses. On va revenir au ver de terre. On va quitter un peu ce problème. Et moi, j'ai commencé, donc vous avez vu, toute la France et même la Belgique, pendant que j'étais, pour connaître ce qu'était un ver de terre d'un autre, les reconnaître, savoir distinguer, en gros, une vache d'un cochon et même d'un poulet. Car avant, je ne savais pas faire dans le monde des vers de terre. Après, je savais assez bien. Bon, je ne dis pas que je ne fais pas encore des confusions, mais quand même, j'en fais moins. Ensuite, il y a un deuxième problème, c'est qu'est-ce que font les vers de terre? Et de toute façon, ce qu'ils font dépend de la présence et de la quantité de vers de terre qu'il y a. Quantité, c'est une chose. Deuxième qualité, ils dépendent aussi de leur activité. Vous savez comme moi que quand il fait très sec, ils sont enroulés, ils sont en vacances. Si vous êtes en haute montagne, vous les verrez pareil s'enrouler quand il fait froid. Donc ils sont inactifs. Alors, disons que pour nous, dans les champs, ils font rien à ce moment-là, ou presque rien. Le minimum. Par contre, il y a des moments où ils turbinent. Alors, comment arriver à savoir ça? Alors, voilà. J'ai donc pris le taureau par les cornes et j'ai employé deux méthodes pour essayer de connaître la quantité de vers de terre qu'il y a dans un champ. La première, ça consiste à prendre un bloc de terre de 20 cm d'épaisseur sur 1/10 de mètre carré. 33 cm sur 33, bon, si ça vous amuse. Et ce bloc de terre, ensuite, on le transporte, il faut des moyens lourds parce qu'on n'en prend pas qu'un. On en prend tout un paquet et en plus, jusqu'à 60 cm de profondeur, c'est-à-dire 3 blocs successifs. Tout ça, ça va dans la grosse camionnette. On fait un pré-traitement chimique, ça c'est pour disperser les argiles. Hein. Sinon, quand vous avez de la glaise, vous ne pouvez rien faire. Hein. Il faut que les argiles se dispersent et deviennent floculents. À ce moment-là, on peut laver. J'emploie pour ça une machine qui peut laver des tonnes de terre. Ça permet d'avoir... Et à partir de là, et seulement après lavage, on peut trier dans de bonnes conditions et ramasser même les petits cocons de vers de terre qui peuvent faire 2-3 mm, on les voit, et au milieu des racines, parce qu'il y a les racines, de quelques autres insectes également. Et tout ça, on l'identifie, et pourtant ça ne marche pas. Vous allez me dire, ça ne marche pas, alors quand même, vous avez bien du mal. Ben oui, c'est qu'il y a des vers de terre qui descendent bien plus bas. Alors c'est pas à vous que je vais le démontrer. Hein. Les gros chicharias que vous avez ici descendent, je ne sais pas jusqu'à quelle profondeur. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en les arrosant avec une solution de formol, eh bien, ils sortent en surface. C'est comme ça que ceux que je vous ai montrés sur les photos ont été attrapés. Bon, il faut attendre pratiquement 40 minutes, là, au Pays Basque, tellement ils sont profonds, pour qu'ils remontent, et ils se dégagent, parce qu'en fait, je les ai empestés par des vapeurs de formol, ça leur plaît pas. Hein, et ils se dégagent du sol. Alors, ça, c'est une technique qui marche quand ils sont mobiles, c'est-à-dire quand ils sont actifs. S'ils sont inactifs, ça ne marche pas. Bon. Et alors, il n'y a pas que les chicharias, il y a tous les vers de terre sont dans la même situation, et ils ne sortent pas forcément à la surface. Pour tout arranger, parce que ils n'aiment pas la lumière, ils ont peur de la lumière, tous, mais plus ou moins, ça dépend, parce que la lumière, ça veut dire s'exposer à être mangé par tous les prédateurs, les oiseaux, tout ce que vous voulez. Donc en principe, les vers de terre ne s'exposent pas dehors. Alors il y a des moments où ils le font, mais très peu, et fort peu.
Alors cette technique, elle est quand même pas mal, mais ça mesure l'activité des vers de terre qui veulent bien sortir. Alors ça c'est important, activité. Quand maintenant je combine les deux techniques, j'ai fait remonter, puis je prends la terre après. Quand ils n'ont pas voulu sortir, d'accord, je l'ai cherché, et je lave. Alors à ce moment-là, j'ai vraiment presque tout. Voilà. Alors c'est un boulot de fou. Hein. Je suis le seul au monde à l'avoir fait, vous inquiétez pas. Ça se refait pas. Ça a été publié, mais personne n'a le courage de se remettre au boulot. Alors, je voulais parler des périodes de non-activité des vers de terre. En voilà un qui est inactif. Simplement pour rappeler que ça existe. Et donc, il faut que je connaisse les quantités de vers de terre et les périodes d'activité. Quand on fait ça tout au long de l'année, on arrive à savoir les périodes d'activité. Voilà des animaux capturés avec la méthode au formol en surface. Voilà ce qu'on peut obtenir. Il y a les bidons à côté, là, qui a permis de les arroser. Et, bon, je vais, à partir de maintenant, simplifier. Parce que les populations de vers de terre varient énormément selon la richesse du milieu où ils se trouvent. Si le milieu est très pauvre, acide, avec une toute petite production végétale, ils sont peu nombreux. Si par contre on est dans une belle prairie normande, bien grasse, et j'imagine qu'ici, quand je vois vos prairies, il y en a quelques-unes comme ça, c'est 3 fois plus que les chiffres que je vous indique là. Mais là, je vous ai pris un chiffre moyen pour la France. Bon, avec tout ce que j'ai pu observer, c'est grosso modo ce qui se passe. Et on va tout caler sur ce chiffre moyen, parce que après, il y a les cas particuliers. Il y a environ 1 tonne d'anéciques à l'hectare. Bon, ce sont les gros qui labourent et qui ont une activité verticale. Il y a environ 200 kilos d'endogés qui travaillent dans le sol horizontalement. Puis je mets très peu d'épigés parce que, en fait, c'est très variable. Si on est en forêt avec une grosse litière, on peut en avoir un peu. Hein, mais si vous êtes en prairie, en dehors des bousses de vache, il n'y en a pas. Hein, ils se font manger par les oiseaux. Il n'y en a pas. Donc on les néglige là, on va s'intéresser à ce qui existe vraiment dans les champs et qui nous intéresse ici. Ça veut dire que ça représente quand même 120 grammes de viande au mètre carré, c'est la valeur d'un beefsteak. Il n'y a aucun animal qui se rapproche de ça et de loin. Également, tout ça j'ai exprimé qu'en bon zoologiste, en masse vive, en poids vif. Alors que quand on parle de plantes, on parle masse sèche. Donc, ça, c'est une des difficultés. Le tonnage d'un zoologiste n'est pas celui d'un botaniste. C'est comme ça. Bon, alors il faut être. Pour ça, je vous précise le poids en masse sèche, parce que en écologie vraie, voilà. Alors voilà ce que ça représente quand tous les vers de terre sont montés en surface. Si vous aviez 1 mètre carré et tous les vers de terre, c'est ça. Voilà. Les gens ne s'imaginent généralement pas, alors j'ai préféré le montrer. Alors maintenant, on va regarder ce qu'ils font dans les sols, les conséquences des vers de terre, mais d'abord de façon qualitative, c'est-à-dire on voit des choses, mais on ne sait pas les quantités qu'il y a derrière de ce qu'on observe. Alors la première chose, c'est la quantité de viande qu'ils sont eux-mêmes, et le très grand nombre de prédateurs qui s'en nourrissent. C'est de loin la première masse de viande disponible et donc consommée. Alors par toutes sortes d'animaux, là c'est un bel oiseau, mais il y a le sanglier par exemple passe son temps à retourner les champs. On dit c'est pour manger des bulbes, c'est pas vrai, c'est pour manger des vers de terre. Il a besoin de la valeur de 2 beefsteaks par jour en vers de terre pour survivre. Donc c'est pas n'importe quoi. Là je reviens à quelque chose qui est propre au vers de terre. Je vous présente un ver de terre en coupe. Et je vous ai dit que depuis donc très longtemps dans les mers, les vers de terre ont acquis cette aptitude extraordinaire. Voilà un segment de ver de terre que je représente en coupe. Et il y a un grand creux au milieu avec, vous voyez, il y a une paroi qui sépare du segment suivant. Et regardez vers le bas, il y a un trou. Bon, par ce trou, il y a un muscle qui ouvre et qui referme. De sorte que le ver de terre peut, en se contractant, augmenter la pression de l'eau
qui est dans le corps du ver de terre et l'envoyer vers l'avant du ver de terre ou vers l'arrière, ça dépend où il se trouve. Et avec ce double système d'augmenter les pressions et de s'allonger, c'est comme ça qu'il se déplace. Mais quand il travaille dans le sol et qu'il est à perforer, ils ont une force incroyable pour écarter les matériaux du sol. Mais cette force, ce n'est pas seulement les muscles qui sont à l'avant. C'est toute la pression hydropneumatique qui a été transmise tout le long du corps du ver de terre qui se contracte à l'arrière pour faire pression à l'avant. C'est-à-dire que vous voulez, c'est comme vous avez des tracteurs avec un système hydraulique, là. Eh bien, un ver de terre, c'est il y a longtemps qu'il a inventé ça. Il est lui-même, dans tout le long, un système hydraulique. Et ceci depuis des centaines de millions d'années. Alors, c'est un système génial. Il est tellement génial que c'est pour ça que les vers de terre sont la première masse animale. Ils ont un succès technique. Ils ont su s'imposer dans les écosystèmes et d'être de loin les premiers animaux, bien plus que l'homme. On est 45 kilos de masse fraîche à l'hectare en France. Vous avez vu, une tonne d'œufs. Un peu de modestie. On ne représente pas grand-chose à côté d'eux. Alors, ce travail, ça c'est bien connu, va se traduire par des turicules qui vont remonter en surface de la Terre, et pas seulement. Alors, cette remontée de terre dépend, en fait, parce qu'ils n'aiment pas faire ça. Je vous ai dit tout à l'heure, les prédateurs, les oiseaux, tout ça les attendent pour les manger. Donc ils ne le font que quand ils sont vraiment dans un sol trop tassé. Plus vous tassez un sol, plus il y a de turicules. Alors là c'est une photo que j'ai prise au Haras du Pin en Normandie, où vous avez des chevaux qui passent, et les chevaux passent tout le temps au même endroit. Ils tassent, et vous avez donc beaucoup de turicules, là où ils ont tassé. Mais des deux autres côtés, il n'y a rien. Alors vous allez dire, il n'y a pas de ver de terre. Si, quand j'ai mesuré, il y avait exactement autant de ver de terre à droite qu'à gauche qu'au milieu. C'est la même chose. Donc, la quantité de turicules n'indique pas la quantité de ver de terre. Elle indique beaucoup plus la quantité de tassement. Là, c'est un turicule que j'ai photographié parce qu'il est assez spectaculaire. Vous voyez que la terre, elle est noire parce qu'ils ont tout simplement mangé de la terre relativement à la surface. On est dans une forêt où, selon les horizons, le sol est très noir en surface et de moins en moins en profondeur. Bon, puis vous voyez qu'il y a des moments, la terre est déjà beaucoup moins noire, et puis des moments, elle devient même franchement blanche, parce qu'ils ont été chercher de la terre très profonde pour la remonter. Donc le détassement ne se fait pas seulement à la surface. C'est d'abord à la surface, puisque c'est elle qui l'a pu tasser, mais également toute forme de tassement est compensée par l'activité des vers de terre. Tout ça, c'est qualitatif, vous allez voir, les quantités vont suivre. Alors, voilà l'outil de travail. C'est le fameux gésé que vous avez vu sur un petit schéma tout à l'heure. Je vous ai dit, il a circulé dans le ver de terre, ça leur a permis d'être musclés. Alors, c'est le gésier du ver de terre qui broie les matières végétales et les matières minérales qu'ils mangent. Et ils font comme les poules, ils ont des petits cailloux. Et comme les poules, ils n'ont pas de dents, mais ce sont les petits cailloux qui servent à faire le broyage. Et c'est ce que j'appelle le lombromixage. Plutôt que de parler de labour biologique, ça n'a pas beaucoup de sens, car c'est beaucoup mieux qu'un labour, ce qu'ils font. Je préfère dire qu'ils lombrimixent. Ils prennent de la terre des matériaux minéraux et organiques pour les mélanger. Alors voilà le résultat d'un tel mélange. Là, c'est vu, attention, au microscope, après une coupe de sol. Alors, ce sont des aiguilles de pin qui ont été coupées là, et qui sont à l'intérieur d'un excrément de ver de terre, qui n'ont pas été digérés. C'est assez indigeste, une aiguille de pin. Et puis, vous voyez des tas de minéraux, là, blanc, jaune, brun. C'est la coupe de cette crotte de ver de terre. Vous voyez, il y a un mélange étroit de matière organique et de matière minérale, qui a été digéré, là, puisque là, c'est sorti. C'est une défécation, c'est une crotte de ver de terre. Mais elle a été insuffisamment digérée. Vous en faites pas, le ver de terre reviendra pour terminer le travail, mais il attendra que les micro-organismes s'en occupent aussi. Pour vous montrer maintenant la digestion. Là, c'est une coupe, alors encore, ça, cette fois-ci, c'est du microscope électronique. C'est pas gros. C'est une cellule d'une feuille de hêtre. Les feuilles de hêtre, à l'automne, elles sont rouges, elles sont bruns, plutôt. Dans le milieu de chaque cellule, il y a cette espèce de boule là, qui apparaît noire. C'est l'ancienne partie vivante de la cellule qui s'est contractée, on appelle ça
que c'est un tanin. C'est devenu totalement indigeste, mais c'est là que se trouve tout l'azote, le phosphore, etc. C'est rentré dans cette boule. Et la feuille est morte, là, bon. Alors, c'est absolument indigeste, sauf pour 2 organismes. Quand ça tombe sur le sol, il y a 2 organismes qui en viennent à bout. Il y a les champignons de pourriture blanche. Vous avez très souvent, sur les sols des forêts, des mycéliums de pourriture blanche. Ils sont capables d'envoyer un mycélium à l'intérieur de ces cellules pour digérer. Mais ça, je ne vous le montrerai pas, parce que je suis spécialiste, et surtout, je n'ai pas de photos, bien que j'en ai vu. Bon. Et puis alors, par contre, je vous montre maintenant l'intérieur de la cellule au cours de la digestion. Alors, vous revoyez là, ici, une petite boulette qui est en train de finir de fondre, la digestion du ver de terre, et ce que vous voyez là, toutes les espèces de petites lames là, qui vont dans tous les sens, ce sont des feuillets d'argile. C'est-à-dire que c'est la terre qui se mélange étroitement avec la matière organique, alors que la paroi de la cellule, très résistante, elle, n'est pas encore digérée. Il faudra attendre plus tard pour que ça se fasse. Et toujours dans la digestion, au cours de la digestion, on voit se développer vers la queue du ver de terre. Ça, c'est vers la queue du ver de terre, on voit ça. Ce sont des colonies de bactéries qui sont en train de se multiplier, se nourrissent de la digestion du ver de terre. Tout autour, il y a toujours ces feuilles d'argile qui sont accolées. Et entre les cellules des bactéries, il y a une espèce de glu qui s'appelle polysaccharide pour faire savant, mais qui va servir de colle pour coller les argiles, les sables et tous les éléments entre eux. C'est ce qu'on appelle la stabilité structurale. Les vers de terre ne créent pas la stabilité structurale. Ils font le mélange organo-minéral, ils favorisent le développement des bactéries, mais le collage, ça sera fait par les bactéries après. C'est-à-dire que quand un ver de terre fait sa crotte, elle ne tient pas. Quand il vient de la faire, vous venez 3 jours après, c'est du béton. C'est collé. Les bactéries ont fait le travail de collage, du ciment. Alors toujours de façon qualitative, maintenant alors tous ces agrégats qui ont été formés par les vers de terre sont envahis par les racines qui s'en nourrissent. Ce qui fait dire à beaucoup de gens que ce sont les racines qui forment les agrégats. C'est pas vrai. Les vers de terre forment l'agrégat, les bactéries font la stabilité des agrégats, et les racines viennent se nourrir des éléments qui sont libérés par la décomposition dans les agrégats. Chacun son boulot dans cette séquence d'activité. Et alors, si vous avez un doute, ça c'est amusant, là vous avez une paroi de truffe, la truffe là qu'on paye si cher au marché, qui envoie ces mycéliums, c'est ce que j'appelle ici une houppe de filament, qui va se nourrir dans une déjection de vers de terre, c'est-à-dire une crotte de ver de terre, et c'est une source de nourriture également pour les truffes. Les truffes se développent grâce aux vers de terre, sinon ça ne marcherait pas. Alors on va voir que les vers de terre ont une autre action sur les autres organismes. Donc les racines, on a vu là un champignon, la truffe, là, en train de s'en nourrir, et là maintenant on va passer une autre échelle, on va faire une fosse qu'on a arrêtée à 100 cm de profondeur, parce qu'on était fatigué, et on a ensuite observé centimètre par centimètre, et même moins, en découpant peu à peu la fosse pour mesurer toutes les galeries, les morceaux de galeries, tout ce qu'il y avait dans le sol. Alors, limite de l'opération, on ne peut pas observer les galeries en dessous de 2 mm. Elles ne sont pas comptées. Et on ne peut pas les observer à la surface du sol. La surface du sol est tellement travaillée dans une prairie permanente par les vers de terre qu'on ne voit plus les galeries. Elles glissent entre des agrégats, en fait. Par contre, quand le sol est suffisamment tassé, on voit bien toutes les galeries et on peut les mesurer. Alors on les a mesurés en diamètre, on les a mesurés en longueur, on s'est tapé un boulot de moine, et ensuite on a calculé la surface de ces galeries rapportée à la surface du sol. Et quand il y a 1 mètre carré de surface de sol, il y a 5 mètres carrés dans le sol de galeries. Il y a donc exposé à l'air, exposé à l'eau, il y a beaucoup plus de surface que ce que vous voyez. Dans ces galeries, alors voilà comment la galerie est organisée, ça c'est un collègue allemand qui a fait ce dessin-là, pour expliquer
les raisons pour lesquelles le ver de terre fait des galeries, parce que après tout, il ne fait pas ça pour vous faire plaisir, ni me faire plaisir d'ailleurs, mais il fait ça pour organiser sa vie. Alors, il se nourrit en surface, il fait ses petits dépôts d'excès de matière en haut, et il a une galerie très organisée dans laquelle il dépose notamment ses cocons pour la reproduction. Et puis là, dans le cas de cette espèce, elle descend assez bas pour pouvoir aller chercher l'humidité en temps de sécheresse. Cette espèce est obligée de rejoindre les horizons profonds. Ce n'est pas le cas de tous les vers de terre. Alors, autre chose, les galeries intéressent beaucoup de monde. Là, vous avez une galerie, vous voyez les racines. En fait, les racines forment un manchon, et au milieu du manchon, il y a le ver de terre. Mais le temps d'aller chercher l'appareil photo, il est parti. Mais le ver de terre circule dans sa galerie, il est entouré de racines, et il n'est pas entouré que de ça, vous allez voir. Nous y voilà. Là, c'est la paroi. Alors, vous avez vu tout à l'heure, on a mesuré les galeries, on a pris les distances, enfin, on s'est cassé la tête avec ça, mais on ne s'est pas contenté de ça. On a pris avec des petites couches 1 mm de paroi de galerie, et dans ce millimètre qui représente ce petit volume-là, vous voyez, le volume qui est en bas, c'est rien, c'est absolument rien, se concentre pour l'ensemble du sol jusqu'à presque 50%, 45%. Vous voyez, sur le côté, pour vous c'est à gauche, là-haut, ce sont les fixateurs d'azote aérobie, dont beaucoup d'azotobactères. Alors, ce sont des fixateurs libres, ce ne sont pas des fixateurs comme ceux qui sont dans les nodules des légumineuses. Les légumineuses, c'est intéressant pour fixer de l'azote, mais les galeries de vers de terre aussi. Alors il y a d'autres groupes, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, du cycle de l'azote, là c'est pourquoi c'est marqué cycle N, qui vivent dans ces galeries et qui sont concentrés dans ces galeries. Dans le reste du sol, il y a le reste du pourcentage. C'est-à-dire l'énorme volume du sol, il n'y a presque pas d'activité microbienne, et tout est concentré dans les galeries. Même chose pour ceux du cycle du carbone. On a découvert ça à l'époque, on ne comprenait pas trop, d'ailleurs je dois vous dire, depuis j'ai un peu compris pourquoi. Alors, je passe à une autre fonction des galeries, celle de la circulation des fluides dans les galeries, surtout de l'eau. C'est toujours descriptif et qualitatif. Là, les collègues qui ont fait ça ont coloré en plus les galeries pour qu'on les voit bien, depuis la surface. Mais là, j'ai fait avec un collègue autre chose. J'ai mesuré, ça commence déjà à être du quantitatif. Ce qui se passe. Alors, vous avez un champ. Sur ce champ, il y a les précipitations, neige, pluie, tout ce que vous voulez. Cette eau s'infiltre. Elle s'infiltre selon deux modes. Elle imbibe le sol, surface, ça c'est bien normal, ou encore elle percole, c'est le petit P, à travers les galeries pour descendre en bas, très vite. Donc vous avez une infiltration rapide de l'eau par les galeries, et puis vous avez cette imbibition qui se fait par le haut. Et puis l'ensemble, s'écoule et part en drainage naturel ou artificiel. Et tout ce qui ne pénètre pas, ça fait du ruissellement. Alors ça, c'est pour la partie du bloc, là. Maintenant, pour la courbe, elle est un peu compliquée, faites pas attention aux X et R et autres machins. Regardez simplement que la percolation, c'est-à-dire ce qui passe dans les galeries, on a fait ça en mettant des grands cylindres à la surface du sol, en plantant, en commençant par imbiber le sol, c'est-à-dire qu'on fait couler de l'eau jusqu'au moment où ça passe plus par imbibition, ça se voit, parce que la vitesse, il y a un moment, ça s'écoule plus, sauf une vitesse constante, c'est ce qui percole. Donc on arrive après à distinguer ce qu'est la percolation. Alors donc la percolation, elle est exprimée là en centimètres par heure d'écoulement, centimètres d'eau, et puis à côté, il y a la biomasse de vers de terre. Alors, quand vous voyez 120, c'est la fameuse biomasse de référence. Là, c'est 120 grammes par mètre carré, autrement dit, 1,2 tonne à l'hectare. Et ça vous donne un écoulement de 16 cm à l'heure, 160 mm d'eau à l'heure. C'est énorme. Ici, aux Pays-Bas, vous avez l'habitude d'avoir 2 mètres d'eau, je sais. Mais enfin, en général, c'est 1 mètre d'eau. Et vous vous rendez compte que 16 cm, ça passe à l'heure dans les galeries de vers de terre avec une population standard.
je vous ferai remarquer qu'il y a des populations moindres dans nos mesures. On a eu également des populations beaucoup plus élevées, double. Bon, et en gros, c'est proportionnel. On va passer, oui, je suis en train d'oublier, on va passer à deux types de mesures. La quantité de terre qu'ils lombrimixent, c'est-à-dire qu'ils avalent sous forme de minéraux, mais aussi de matière organique, qu'ils vont manger, digérer et ensuite déféquer. Ça, c'est totalement inconnu jusqu'à mon travail. Puis, une autre chose qu'on va regarder de plus près, c'est ce qui se passe au niveau de l'azote. Là, j'ai pu le faire, je vais vous expliquer. Ah oui, là, oui, avant de parler de tout ça, on va parler du cadre. C'est-à-dire que quand on est dans... Alors, j'ai exprimé ça en quoi? En mètre carré ou en hectare? À l'hectare. Alors, oui, mais en masse sèche. Ah, ça, c'est important. Là, cette fois-ci, j'ai fait sécher les vers de terre, j'ai fait sécher la terre, si j'ose dire. Tout est sec, sauf les 100 kilos d'eau en bas. Donc, on prend... et c'est exprimé à l'hectare. Tout. Il y a donc 180 kilos de vers de terre, cette fois-ci desséchés, à l'hectare. Ça représente presque, enfin, pas toute la masse animale, mais presque. Alors, mais c'est très peu par rapport à la masse végétale. Les végétaux représentent plus. Alors, par mètre carré, cette fois-ci, je parle de mètre carré, il y a 250 kilos de sol fertile, c'est-à-dire minéral et organique, car ils contiennent 10 kilos de matière organique morte, pas vivante. 2 kilos de plantes, toujours sèches, exprimées sec. 200 grammes, là on ne sait pas. On dit 200 grammes, on pourrait dire 100, on pourrait dire 300. En fait, on ne sait pas mesurer les micro-organismes dans le sol. Bon. Et il y a environ 23 grammes d'animaux, tous animaux confondus, y compris l'homme, et 18 grammes de vers de terre. Parmi ces 23 grammes, toujours rapportés cette fois-ci au mètre carré. Puis environ 100 kilos d'eau par mètre carré. Alors cette fois-ci, dans tout, dans les organismes vivants, dans le sol et tout. Voilà. Ça vous donne une idée du cadre. Charles Darwin, en 1881, a publié un livre sur l'activité des vers de terre. Et il a passé en fait toute sa vie à essayer de mesurer les quantités de terre travaillées par les vers de terre. Mais il n'a pu mesurer que ce qu'il y avait à la surface. C'est-à-dire ce qu'on a vu tout à l'heure, les turicules qu'il rejette. Voilà. Il a vu en quelque sorte la partie émergée de l'iceberg. Il s'est quand même rendu compte que c'était considérable. Il a fait un livre sur ça, juste avant de mourir d'ailleurs. Et en fait, dès 1839, c'est-à-dire bien avant, il faisait des mesures et il a publié à cette époque-là. Donc c'est un homme qui s'est toujours passionné pour ça. Parce qu'en fait, c'était un homme qui s'intéressait à tous les petits phénomènes qui n'ont l'air de n'avoir aucune importance. Une crotte de vers de terre, ça n'a aucune importance. De la même façon, le fait qu'un tel meurt ou ne meurt pas avant de se reproduire n'a aucune importance. Mais ça, c'est la sélection naturelle. Parce que selon qui meurt ou qui ne meurt pas, eh bien, il y aura une descendance. Ça, c'est son interprétation de petits phénomènes qui, en s'accumulant, ont un grand rôle. Même chose pour les vers de terre. Et il a fait la même interprétation, c'est lui qui a expliqué les îles coralliennes, les îles qui constituent sur centaines de mètres des coraux, qui poussent de quoi ou 2 millimètres par an. C'est négligeable. Oui, n'empêche que ça fait des îles. Voilà, ces petits phénomènes. Alors Darwin, il avait ce coup d'œil de voir que des petits phénomènes, avec le temps, font un travail énorme. Alors, mais il n'a pas pu mesurer réellement la quantité. Alors comment j'y suis arrivé? Parce que là, c'est une idée un jour qui m'est venue un peu bizarre. Il se trouve qu'au laboratoire, on leur donnait pour manger, c'était très commode, ça s'achète en sac, du son de meunerie, du son. Vous achetez ça à n'importe quel moulin, et on leur donnait ça. Et un jour, j'ai eu l'idée, je me suis servi du son, avec des collaborateurs, parce que là, il faut être plusieurs. On répand le son en plein jour, en plein soleil, quand les vers de terre ne sont pas actifs en surface. On en met sur toute une prairie. Ça s'est fait comme ça. Puis, dès la pénombre, dès que le jour tombe, on capture les vers de terre heure par heure. Bon, en faisant en sorte de ne pas troubler ceux qui ne sont pas encore capturés. Il faut que tout se fasse en respect de ce qui se passe. Et pendant toutes les heures, on les attrapait et on les tuait tout de suite à l'eau bouillante. Et ensuite, on les gardait, quoi.
pour plus tard les disséquer, c'est-à-dire étudier leur tube digestif et regarder dans leur tube digestif l'avancée du son. Parce qu'ils mangent le son, ils peuvent digérer évidemment la farine qui est dedans, ça disparaît, mais ce qu'on appelle le cariops, c'est-à-dire la partie dure de la feuille de son, n'est pas complètement digérée. Et on peut donc l'observer pendant tout le transit intestinal. Et on voit comme ça, heure par heure, le son avancer dans le tube digestif des vers de terre. Et ainsi, je peux mesurer la quantité de terre qui passe dans le tube digestif des vers de terre. Alors ça, il faut le rapporter à leur activité, il faut le rapporter à la population. Ça suppose que ce que je vous ai dit tout à l'heure, connaître les quantités de vers de terre, connaître leur activité, mais il faut également connaître ce qu'ils font. Et là, on peut voir ce qu'ils font. Alors, moyennant tout ça, moyennant tous ces petits calculs, parce que des calculs qui suivent, on arrive à l'estimation que les anéciques lombrimiques, c'est-à-dire font passer dans leur tube digestif 270 tonnes à l'hectare et par an de terre pour les anéciques. Pour les endogés, je ne peux pas mesurer puisqu'ils ne viennent pas à la surface. J'ai donc dû l'extrapoler. Mais ça fait de l'ordre de 30 tonnes à l'hectare. Ça veut dire que grosso modo, c'est un ordre de grandeur, retenez ça, il y a 300 tonnes de terre à l'hectare et par an qui passent à travers le tube digestif des vers de terre. Et ça, c'est mesuré, c'est quantifié. On est passé du qualitatif au quantitatif. Alors, on va refaire la même chose maintenant avec l'azote. Mais là, c'est un peu plus compliqué peut-être à comprendre. Là, sont prises en compte deux sortes d'azote. L'azote qui constitue les vers de terre, les plantes et tout ce qui nous entoure, est constitué en écrasante majorité par de l'azote 14. Voilà. Cherchez pas à comprendre. Ça pèse 14 pour les physiciens dans des synchrocyclotrons quand ils mesurent. C'est le nombre de neutrons et de protons qui sont en cause. Et puis il se trouve qu'il y a une forme d'azote plus rare, vous en avez, on en a tous, non radioactive, mais assez rare, qui est de l'azote 15. Il y a un proton de plus, voilà. Donc au lieu de 14, ça pèse 15. Mais c'est le même élément chimique par ailleurs. Pour la chimie, c'est la même chose, et tout se passe dans les organismes exactement pareil. Bon, il n'y a que vraiment quand on les projette dans un synchrocyclotron, qu'il y en a un qui pèse en plus lourd, sort plus vite. C'est des mouvements giratoires. Alors, qu'est-ce qu'on a eu avec l'aide des gens de Saclay qui nous fournissaient l'azote 15? On a fabriqué des aliments pour vers de terre avec de l'azote 15 et plus du 14. Alors, le 15, il n'y en a presque pas dans la nature. Hein. Alors, vous en faites pas, on l'a soustrait le peu qu'il y a. Hein. On a vraiment travaillé comme s'il n'y avait que du 14 dans la nature. Voilà. Et par contre, nos vers de terre, eux, on les a transformés en vers de terre 15, en les alimentant uniquement avec des aliments azote 15. Alors, on les a pris dans leur champ. Hein. On a tapé sur le sol, vous savez, ça c'est la méthode du pêcheur. On n'en a pas besoin de beaucoup. Par mètre carré, il nous en suffisait de 3 ou 4 adultes, on les prenait, et on les mettait au laboratoire pendant 50 jours, à les nourrir avec un aliment, et on sait qu'en 50 jours, ils remplacent tout leur azote 14 en 15. On les reprend et on les remet chez eux. Et ensuite, on les recapture cette fois-ci. Alors, on les avait colorés pour les reconnaître, mais enfin, je ne vais pas vous rentrer dans les détails techniques. Alors là, cette fois-ci, on bouscule le sol, parce qu'on creuse le sol et on les retrouve au bout d'une journée, 2 journées, 4 journées, jusqu'à 40 jours. Et évidemment, immédiatement, on les tue pour les prendre sur le fait, si j'ose dire. Et ensuite, on a mesuré la quantité d'azote 15 qui restait dans le ver de terre, qui transitait dans le tube digestif, qui est passé dans le sol, puisqu'on a pris le sol, et on a mesuré également ce qu'il y avait dans les racines. Et ça, on a fait ça par curiosité. On était sûr qu'on ne trouverait rien. Vous vous rendez compte, 4 vers de terre remis dans 1 mètre carré. C'est rien. Bon, quand on sait les pertes d'azote, hein, puisque si vous avez un peu une formation d'agronomie, hein, l'azote, ça se paye, on perd l'azote. Donc, mettre 4 vers de terre déjà, et essayer de retrouver ça dans les plantes, faut être un peu marteau. Et alors, dans le sol, bon, nous on s'attendait à trouver des traces. Vous allez voir, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé, à notre grande surprise. Alors, voilà la surprise. La courbe du haut, c'est les vers de terre qui se vident, d'ailleurs fort poliment, fort gentiment,
et régulièrement de leur azote 14, plutôt 15, et sachez qu'ils ne se sont pas vidés complètement, ils ont pris de l'azote 14 exactement au même rythme, parce qu'ils vivent ces gens-là. Donc ils se nourrissent dans le champ d'azote 14. Mais ils perdent leur azote 15. Alors, regardez, c'est pas la même échelle, faites attention, le contenu du tube digestif, c'est totalement négligeable. 0,5, on ne voit plus rien, c'est bon, j'aurais pas dû le mettre pratiquement sur ce graphique. Par contre, avec la même échelle, dans le sol, on voit un peu d'azote qui passe dans le sol, c'est bien normal, et puis après, plus rien. Pas étonnant, on perd toujours l'azote. Ah oui, mais quand on regarde dans les parties raciniennes, alors là, faites pas trop attention, il y a marqué PR1, PR2, PR3, ça c'est parce qu'on a fait ça par couche de sol. Mais additionnez le tout, regardez la courbe du haut qui est marquée PR1, c'est l'ensemble des racines. Pratiquement comme ça à l'œil, presque tout l'azote est passé dans les plantes au niveau des racines, et déjà à partir des racines dans les parties aériennes. Et cela en 40 jours. Alors on continue. On va jeter un petit coup d'œil. Alors la chose amusante, c'est quand on additionne tout. Les lombriciens, ce qu'ils ont dans leur tube digestif, toutes les formes de racines, les parties aériennes, et puis ce qu'il y avait dans le sol, c'est marqué S plus T, parce que T, c'est les turicules. Bon. Tout ça, c'est additionné, et on voit que, quand même, globalement, il y a une perte d'azote. Regardez, jusqu'au 14e jour, l'azote, il y a quand même une perte, mais elle est faible. On s'attendait à rien retrouver, nous. Et on retrouvait presque tout, on était déjà très contents au 14e jour. Mais la stupeur, c'est quand on a vu au 20, 26e et jusqu'au 40e jour, voilà que l'azote qui était perdu revenait. Sur le coup, on s'est un peu ça n'a pas duré longtemps quand même, on s'est gratté quand même un peu la tête. Il y avait une chose qu'on savait, c'est qu'on avait creusé que jusqu'à 50 cm, cette bonne blague. Et que à 50 cm, on n'a pas tout. Les galeries continuent en dessous. Les vers de terre ont perdu de l'azote en profondeur et les racines les ont remontées dans la partie qu'on observe. De sorte que l'azote perdu, peu à peu, revient à partir de la profondeur du sol. Malheureusement, l'expérience s'est arrêtée à 40 jours. Il aurait fallu faire 50. Mais je m'excuse, on n'a jamais pu la refaire parce que ça demande d'énormes moyens, tout ça. Mais quand même. Alors, voilà, avec des mathématiques, c'est beau. Alors, on peut, n'ayez pas peur. Ce qui est important, c'est les petites flèches là qui sont au bout. Là. On peut mesurer les quantités d'azote qui sont échangées chaque jour pour un ver de terre en perte d'azote 15 et en gain d'azote 14. Ça se compense. Le ver de terre ne grossit presque pas pendant l'expérience. Il a grossi de 5%. Mais, donc ça, c'est négligeable. Par contre, ce qui ne l'est pas, c'est les quantités. 10% de l'azote corporel d'un ver de terre est échangé tous les jours. C'est énorme. Voilà. Et alors, on a extrapolé du coup au-delà des fameux 40 jours et jusqu'au 60e avec des belles formules mathématiques. Bon, ça, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous les développer. Maintenant, on sait deux choses. On sait ce qui rentre par la bouche, ou à peu près. Du moins la quantité. On sait ce qui ressort au niveau de l'anus. On sait ce qui a été assimilé dans le corps du ver de terre et recraché en dehors du corps du ver de terre, pour l'azote seulement. Puis il y a d'autres choses qu'on sait quand même, que je ne vous montrerai pas parce que c'est des tableaux de chiffres à hurler. On peut mesurer dans la bouche ce qu'ils viennent de manger, c'est-à-dire ce qu'ils ont pris dans le milieu, et on ne sait pas où. Ils choisissent à leur façon. Et ça, leur façon, c'est pas la nôtre. Et on peut regarder près de la sortie de l'anus ce qu'ils ont fait. On a donc les entrées et les sorties, on connaît les quantités entrées-sorties et on sait ce qu'ils vont assimiler et en gros recracher par leur mucus, pour simplifier, parce que c'est plus subtil que ça encore. Alors, ça a permis de calculer ce qui se passe dans un champ. Alors, c'est exprimé à l'hectare, ça c'est pour faire plaisir aux agriculteurs, et au mètre carré, ça c'est pour faire plaisir aux écologues de salon. Bon, c'est la même chose. Alors, regardez, 2,3 tonnes d'azote est ingéré par la bouche des vers de terre, puisqu'on sait les quantités, c'est ce qui se passe. Mais, ils en ont assimilé et renvoyé dans le milieu, c'est-à-dire assimilé puis excrété, 583 kilos, là je fais d'une grande précision, ce sont les fameuses courbes là, qui me permettent de calculer ça avec précision.
Et puis la différence, eh bien, c'est ce qu'ils ont déféqué, ils retournent dans le sol. Bon, ce sont des quantités énormes. Je vous rappelle que dans les cultures de céréales, on apporte 250 kg d'azote sous forme d'engrais. Là, c'est 2 tonnes 3. On est 10 fois plus. Alors, la quantité du carbone organique. Alors, carbone, vous multipliez par 2 pour appeler ça matière organique morte. Hein. Comme ça. Mais moi, je parle qu'en carbone, là. C'est comme ça. 70 tonnes à l'hectare de carbone organique. Autrement dit, 140 tonnes de matière organique morte sont ingérées. Et alors, assimilées, là, on a... Alors, regardez, j'ai mis un petit signe comme ça. Ça veut dire que c'est pas sûr. Autant j'ai dit égal en haut, autant là je mets... Ce sont des calculs indirects que j'étais obligé de faire. Donc, ils sont... on a quand même une quantité considérable de ce carbone qui est assimilé, hein, c'est-à-dire à peu près un quart, disons, de ce qui est ingéré, de I, c'est-à-dire de ce qui est ingéré. Ce qui est digéré, c'est un peu moins que la moitié, c'est-à-dire digéré, ça veut dire que c'est perdu par décomposition au cours du tube digestif. Hein. Alors, ça part, pense-t-on, sous forme de gaz, mais c'est pas sûr. Hein. Là, on n'a pas de preuve. Ce qu'on est sûr, c'est qu'à la sortie, il n'y a plus que 35 tonnes pour ce qui était rentré, il n'y a plus que 35 tonnes qui ressort. Donc le reste a bien été assimilé et digéré. Du carbone. Par contre, environ la moitié de ce carbone va être, là c'est pareil, c'est environ, c'est pas absolument exact, va être réingéré. C'est-à-dire que les vers de terre vont remanger leurs propres agrégats et leurs propres fesses. Alors c'est pas les seuls à faire ça. Hein, bon, vous savez tous que la vache, elle mange de l'herbe, elle demande un coup de main aux micro-organismes dans sa panse pour pouvoir arriver à digérer. Mais regardez un lapin. Hein, il avale, il a une énorme poche noire quand vous le dépouillez. Hein, et qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il crotte ces mers de la molle et il les remange tout de suite. Hein, les herbivores, en général, remangent leur propre crotte. Parce que la digestion ne peut pas se faire en un coup. Alors chez les vers de terre, c'est pire qu'ailleurs, parce que là, je vous ai parlé d'animaux à sang chaud. Ils marchent à 37 degrés. Mais les vers de terre, là, ceux-là, ils marchent à 12 degrés. Donc ça va encore moins vite. Donc ils sont obligés de remanger 2 fois, 3 fois la même matière organique. Donc les quantités qui sont montrées pour le carbone peuvent paraître impressionnantes, mais ce n'est pas tous de la matière organique fraîche. C'est la matière organique qui a déjà été en partie digérée. Vous voyez que ça permet de commencer à comprendre comment fonctionne un sol. Là, on est très très loin des agronomes simplistes. On commence à comprendre comment fonctionne un sol et c'est pas du tout quelque chose de fixe. On a l'impression que ça, quand on regarde la terre, rien ne bouge. Ça bouge sans arrêt. Bon, oui, alors, là, maintenant, je reviens sur les problèmes des agrotechniques. Ça serait souhaitable maintenant qu'on évalue sérieusement, mais ce n'est pas fait. Les intrants énergétiques, alors qui se font dans les champs, là il y a des calculs quand même qui existent, mais on ne le compare pas avec les gens qui font de la permaculture qui est éco-énergétique, en ce sens que vous avez la meilleure des permacultures que je connais, c'est la prairie permanente. Toute l'année, la prairie fixe de l'énergie. Et on fournit les quantités que je vous ai montrées, ça c'est surtout en prairie. Ça tourne tout le temps. Et même que si vous allez dans un champ de céréales, le champ est nu. Il n'y a plus d'entrée d'énergie. Il faut donc qu'on amène avec le tracteur et du gasoil. Bon. Même chose pour les travaux des sols. Les travaux du sol, à mon avis, sont largement inutiles, à condition que les anéciques fassent leur travail. Faire du SPI direct, comme ça. Passer d'un terrain où on a tué tous les vers de terre, brutalement faire du SMI direct, vous avez un tassement du terrain qui n'est pas compensé pendant 2 ans, 3 ans. Et après, les vers de terre plus ou moins se rétablissent, me dit-on. Parce que ça, je ne l'ai pas observé. Mais ceux qui le font, ce dramatique passage de sols qui ont été massacrés à des sols qui fonctionnent par eux-mêmes, il faut que la population d'anéciques se rétablisse. Alors, je vais vous parler du problème également de la biodiversité par rapport aux pesticides. Ça, je vais vous en parler rapidement.
c'est assez flou tout ça. Alors, pareil, savoir vraiment l'étude des toxiques au terrain. Et enfin, je vais vous évoquer, mais très rapidement, parce que je pense que le temps tourne et que j'écarte le temps, du problème du recyclage des matières organiques mortes qui ont quitté le champ et qui pourraient y revenir. Bon. Qui pourraient, si on les gère bien. Alors, de temps en temps, on les gère bien quand même. On fait des composts et des choses comme ça. Alors, je vais aller très vite. Donc, la permaculture, c'est ça. C'est avant tout, j'ai pris, comme par hasard, un endroit où il y a des graminées et du trèfle. Donc, production à la fois d'énergie pour faire fonctionner le sol et en même temps, fixation d'azote. Bon, alors ça, c'est pour dire que la permaculture, c'est très ancien. C'est ce qui fonctionne dans les prairies permanentes et les forêts. Bon, et maintenant je vais vous montrer deux graphiques qui sont distincts. Le premier, celui qui est à gauche pour vous, montre quand il y a 100% le niveau des populations en prairies permanentes. Bon, quand on passe dans des cultures de maïs, vous passez à 2, c'est-à-dire qu'on n'a plus que 10% de la biomasse. Puis quand on passe dans de l'orge, là c'est 3, enfin bon. Et puis du blé, ça dépend de la quantité de fongicides qui a été appliquée. Car à l'époque, quand c'était mesuré, ce sont des travaux, j'ai pas mis l'année, j'ai tort. Si, 81. Bon, alors là, c'est la belle époque où on faisait 16 traitements dans les céréalicultures. Alors voilà ce que ça donne. Il n'y a pratiquement plus de vers de terre, quoi, disons. Alors, il y a maintenant le phénomène inverse. C'est à l'école d'agronomie de Jean Blou en Belgique, où des agronomes classiques, orthodoxes, ont fait pendant 17 ans, des rotations de culture avec des parcelles et 3 types de labour. Le labour traditionnel, ce qu'ils ont appelé le demi-labour, enfin, qui est en fait un déchômage, une activité de grattage en surface, et puis alors le semi-direct. Et ils ont mesuré pendant des années, donc avec des assolements, il y avait de la betterave, il y avait ça, il faut y relire les travaux d'origine. Enfin, il y a énormément de cultures qui se succédaient en rotation. Et donc, ils ont mesuré les rendements, ils ont mesuré tout ça, et ça en serait resté là si au bout de 16 ans, ils ne s'étaient pas aperçus que dans les endroits où il y avait du semi-direct, il y avait aussi des crottes de vers de terre en surface. Alors, ces agronomes classiques ont traversé la cour de l'université de Jean Blou, ils ont été en zoologie, où ils ont rencontré un de mes collègues spécialistes de fourmis, mais qui, me connaissant, m'a envoyé un de ses étudiants, et l'étudiant a fait les mesures que vous avez là, c'est-à-dire que vous voyez que les populations de vers de terre sous labour, c'est 1 comme base. Quand on fait ce qu'ils ont appelé du déchômage, il y a déjà 50% de plus de vers de terre, et quand on est en semi-direct, il y a 3 fois plus de vers de terre en masse. Donc, disons, automatiquement, le semi-direct, là, a restauré la population de vers de terre. Bon, alors je dis pas au meilleur niveau, hein. Aucune précaution n'a été prise pour favoriser les vers de terre. C'est simplement les effets du labour, du semi-labour et du non-labour. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure. Maintenant, je vais vous parler des effets du semi-direct plus les anéciques sous différents aspects. Alors là, on le voit très bien, parce qu'on voit bien les turicules qui, en fait, marquent la décompaction du sol. Alors, je vous l'avais déjà montré tout à l'heure, je vais plus vite. Voilà. Alors, un des effets, c'est la possibilité pour les racines de pénétrer et d'exploiter la fertilité du terrain. Un autre effet, c'est la suppression des cailloux. Là, voilà un terrain qui avait été labouré et qui, depuis, qu'est-ce qu'il met sur 25 ans. Voilà, 25 ans plus tard, les turicules qui remontent et qui ne remontent jamais les cailloux, évidemment, les enterrent, et peu à peu, ça diminue, ça baisse. Alors évidemment, ça s'arrête à un moment, parce que ça se ralentit, parce que les vers de terre remontent de la terre vers la surface, mais à partir déjà de ce qui est au-dessus des cailloux. Donc, en dessous, c'est de moins en moins miné par le travail des vers de terre. Alors ça, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, donc j'ai eu tort de le remettre, ça.
je passe rapidement. Ah oui, c'était pour rappeler l'écoulement de l'eau. Et là l'écoulement de l'eau, ces collègues qui ont fait ça, ils ont fait couler du plâtre dans les galeries de vers de terre. Et on voit que ces galeries de vers de terre se raccordent sur les drains artificiels agricoles. C'est-à-dire que l'eau qui est en surface non seulement est drainée, mais même par les drains agricoles lorsque les sols sont par eux-mêmes physiquement engorgés, quoi. Alors bon, ça je l'ai commenté, je vais pas y revenir. Ça prendrait trop de temps, mais je vous ai quand même montré tout à l'heure qu'il y avait 16 cm d'eau qui s'écoule normalement. Et quand c'est plus normal, ce qui est très fréquent maintenant, vous avez ce genre de phénomène, des érosions. Alors, disons que le labour a deux phénomènes d'érosion. Un effet indirect en supprimant plus ou moins les galeries vers de terre. Le labour à lui tout seul n'explique pas tout, hein. Il y a les pesticides, il y a beaucoup d'autres choses. Mais le labour fait autre chose. En déversant, il fait lui-même une érosion, dont on ne parle jamais, et que je ne montre pas là, qui est l'érosion aratoire. Il n'y a pas que l'érosion par l'eau hydrique. Alors, il y a autre chose, l'absence d'écoulement de l'eau en profondeur fait qu'on ne peut plus travailler dans les champs pendant toute une période de l'année, les sols étant engorgés, ce sont des piscines, hein. Donc, alors le sol est étanchéifié, du coup il n'y a plus de portance, et voilà un épandeur qui est parti en plongée. L'agriculteur est parti chercher un moyen plus puissant pour le dégager. Alors voilà le moyen plus puissant, c'est un chenillard qui lui-même est parti en sous-marin. Alors, bon, ce que je viens de vous montrer, c'est un peu ma conclusion, quoi. C'est que si on se donne du mal pour aller voir ce qui se passe dans le sol et comprendre le fonctionnement du sol, on a un tout autre éclairage sur la façon de développer les pratiques agricoles. Ce n'est pas encore pour l'instant pris en compte, mais j'espère que ça finira par bouger. Ça bouge un peu, au moins dans les discours, puisqu'ils sont maintenant tous, soi-disant, agroécologistes. Alors je vais vous montrer dans quelques petits intérêts, mais là ce sont des déductions. Voilà, avec des collègues, on est en train de mesurer la diversité végétale. Alors, la diversité végétale, c'est aussi... Chaque espèce animale entretient ce qu'on appelle un cortège parasitaire. C'est-à-dire qu'elle a des parasites, des herbivores, tout ce que vous voulez pour une plante, c'est normal. Et des fois, ça se compte en dizaines, centaines d'espèces. Puis alors, il y a en plus toutes les espèces qui vivent, qui sont des prédateurs de tout ça. Il y a tout un monde. De la sorte que quand vous avez une prairie permanente, c'est pas seulement... Le nombre d'espèces végétales, c'est à peu près toujours le même quand c'est une prairie permanente, c'est 26 à 27 espèces de plantes. Mais, par contre, vous n'avez jamais de pullulation d'ennemis de culture. Jamais. Ça n'existe pas. Et ça tient au fait que... Et pourtant, il y a des limaces. Il y a tout ce qu'il faut. Mais elles sont maintenues à un niveau très bas parce qu'il y a assez d'ennemis, du fait de la grande complexité des interactions animales notamment, mais aussi des micro-organismes. Même problème. Donc la phytodiversité entretient une très grande biodiversité, dont on a du mal, parce que personne n'étudie vraiment, à savoir comment ça fonctionne, mais le résultat c'est qu'il n'y a pas de pullulation. Là, je commence par dire une chose assez évidente, c'est que actuellement, on ne fait pas d'études au champ des toxiques. Attention, je dis bien au champ, au laboratoire, tant que vous voulez, avec des tests plus ou moins bidons, tant que vous voulez. J'en ai fait, je sais de quoi je parle. Mais allez voir au champ ce qui se passe, personne. Avec des techniques qui permettent, sans bousculer le système. Parce que tout ce que je vous ai montré, oui, depuis le début, là, je ne sais pas si vous avez remarqué mes vers de terre, j'ai pas bousculé le système, j'aurais demandé de sortir gentiment. Et je les ai remis dans leur galerie. C'est après que j'ai bousculé pour aller voir où était passé l'azote. J'ai fait la même chose pour toutes les mesures de population. C'est-à-dire, je ne commence pas par fiche tout en l'air pour les mesurer. Or, en agronomie orthodoxe, on commence par tout fiche en l'air, ne serait-ce qu'en labourant. Et après ça, on veut faire des mesures et dire à quel est l'impact de tel machin. Histoire de fou. Alors là, bon, c'est un petit essai qui a été fait pour tout à fait autre chose, mais vous voyez au fond, en gris, la litière qui est restée accumulée, là, on a tué les vers de terre. Et devant, on ne les a pas tués, la litière est mangée. Bon, ça c'est l'effet d'un pesticide. Bon, pas d'intérêt fou. Ce qui est plus intéressant, au point de vue au moins philosophique, parce qu'actuellement, on interdit des pesticides et on en autorise, et on se demande bien
Sur quels critères? Puisque je vous dis, il n'y a pas d'étude sérieuse. Alors là, c'est une étude pas sérieuse que je vous montre que j'ai faite, où j'ai mis du lindane. Le lindane, c'est le HCH pour les personnes âgées, qui est le dernier des organochlorés qui était utilisé. Je dis qu'était parce que je crois qu'ils ont tout fait pour essayer de l'interdire. Alors en réalité, c'est une brave petite molécule qui certainement se décompose. Du moins là, elle l'a montré. Comme il n'y avait plus que ça de disponible quand j'ai fait mes essais, c'est au laboratoire. Je suis dans un sol qui est artificiel et on met dedans 10 parties pour million de lindane, une quantité très faible apparemment. Mais ce que je voulais voir, c'était parce qu'on disait ça, et on disait, avec raison d'ailleurs, que les organochlorés s'accumulaient dans les vers de terre. Alors voilà, en nombre de semaines, effectivement, le lindane s'est accumulé d'une façon considérable, puisqu'il était au niveau 10 là, sur l'échelle, et il va monter jusqu'à 250, quelque chose comme ça, en s'accumulant dans le ver de terre. Donc c'est vrai. Mais alors la stupeur, c'est la suite. C'est que d'un seul coup, voilà qu'il est toujours dans un sol qui est rempli de 10 ppm de lindane. Et on voit que le lindane diminue dans le corps des vers de terre, et puis passe à zéro. En réalité, le ver de terre a mis en route un système enzymatique de destruction du lindane. Il est capable de se détoxiquer. Il peut toujours en avaler, ça lui fait plus rien. Donc la détoxication du sol au lindane. Alors ça, c'est une chose qui est connue. Ça, évidemment, c'est pas connu, puisque c'est un travail sérieux, il ne faut pas en parler. Mais d'une façon générale, les micropolluants peuvent se désintoxiquer dans le sol ou dans les vers de terre. Encore faut-il aller le voir. Là, je l'ai vu. Par contre, le lindane a un gros défaut pour l'industrie phytopharmaceutique. Il ne rapporte plus rien à fabriquer et à vendre. C'est un très vieux brevet, je crois, qui remonte à 1932. Vous voyez, il y a longtemps qu'il est tombé dans le domaine commun. Alors, on déconseillait fortement l'usage du lindane. Par contre, on a autorisé fortement un autre produit, le chlordécone, qui pour déconner déconne. Il a été utilisé massivement en Guadeloupe, Martinique, dans les bananeraies. C'est un produit bien plus toxique que le lindane, parce que le lindane avant faisait le boulot. On n'avait pas besoin de chlordécone. Alors on s'est arrangé pour déconseiller le lindane et vendre cette cochonnerie. Et cette cochonnerie en plus n'est pas biodégradable, c'est accumulé dans les sols et actuellement, tant les eaux potables que les rivières et tout sont polluées. Alors on a fini par l'interdire. Ce qui est encore plus triste, c'est que les organismes qui ont autorisé ça étaient au courant des risques des chlordécones, car quand ils l'ont autorisé, c'était déjà connu aux États-Unis et en partie interdit. Pour vous dire que actuellement, les autorisations ou interdictions relèvent de je ne sais pas quoi. J'aimerais bien qu'il y ait une démarche scientifique. Mon prochain livre aborde justement les dérives de la démarche scientifique dans nos domaines en général. Toujours, là c'est de l'écotoxicologie où je ne m'y retrouve pas. Si on mesure les quantités de métaux lourds, là il s'agit de 4 métaux, le cadmium, le cuivre, le plomb et le zinc, ça se reconnaît à peu près aux petites lettres. Qu'on mesure ça dans les vers de terre et qu'on rapporte maintenant ça aux 4 animaux dont on connaît les quantités de vers de terre mangés par jour. Bon. Donc on peut calculer à peu près combien de ces toxiques ils avalent eux-mêmes. Et alors, comme ces doses-là, je les ai rapportées à ce qu'on tolère pour l'homme, c'est-à-dire la dose journalière humaine admissible. Et on s'aperçoit qu'à part le sanglier, pour le cuivre, là, qui a l'air de consommer une quantité de cuivre qui est tout à fait admissible pour l'homme, tous les autres animaux avalent jusqu'à 476 fois plus que la dose admissible. Ce sont des animaux dans la nature. Ce sont des animaux sains. Alors, quand vous mangez une bécasse, c'est pas empoisonné. Alors, regardez. Voilà. Voilà la situation actuellement dans la nature. Alors, on ferait bien d'être un peu sérieux maintenant avec l'emploi de ces produits. Mais ça, il y aura encore du chemin à faire. Alors non, je vais vous montrer une application où on utilise les vers de terre en agriculture.
Alors, je vous ai tout à l'heure expliqué sur la Terre, vous savez, cette histoire de gésier dans la tête, là. Je vous ai dit, là, les vers de terre, ils ont toujours des gésiers dans la tête, en Australie, Afrique, etc. Et c'est vrai que c'est la situation actuelle, sauf quand des vers de terre européens ont été baladés par l'homme, ça s'est produit. Hein. Il y en a comme ça qui ont été introduits par les colons au Québec, aux États-Unis, etc. Et puis un jour, par accident, vous allez voir ce qui s'est passé. Voilà, un jour, il y a un éleveur, s'appelle Ashmore, il est en Nouvelle-Zélande, donc dans les zones où il y a pas de vers de terre, ayant des gésiers efficaces. Je dirais même qu'il n'y a plus de vers de terre du tout. Parce que en Nouvelle-Zélande, dans ces zones-là, l'homme est arrivé, l'homme moderne, hein, je parle de l'européen. Hein. Il y avait des Maoris, hein. Eux, ils n'avaient pas coupé les forêts, mais l'Européen, il a coupé les forêts et il a fait des prairies extensives sur lesquelles il y a du mouton, le fameux mouton de Nouvelle-Zélande que vous trouvez congelé dans les supermarchés. Donc, c'est une des grandes richesses de la Nouvelle-Zélande. Ces moutons vivent dans des prairies comme ça, extensives, qui ont développées par l'homme après avoir coupé les forêts. Les forêts de hêtres, hein, c'est un hêtre du sud, hein, il s'appelle pas hêtre. Bon, on va pas chipoter, hein. C'est comme le hêtre. Et donc c'est un paysan qui se promène dans ses pâtures et il découvre un endroit qu'il avait des taches vertes, beaucoup plus vertes qu'à côté. Puis lui il a dit souple, ça sous le pied, ça lui paraissait drôle, hein. Et il a regardé et il a vu des vers de terre. Alors il a eu, c'est une idée toute simple, il a pris avec une bêche de la terre et il l'a mis un peu plus loin. Faut que c'est la tête, hein. Et après, il s'est aperçu qu'il avait des taches qui s'agrandissaient. Alors ça, il l'a découvert, et il a commencé à le faire pour lui, et puis il en a parlé, mais tout le monde rigolait. D'abord, il ne savait pas trop ce que c'était des vers de terre, déjà. Alors, bon, il ne faut pas leur demander non plus aux Néo-Zélandais, il n'y en a pas pratiquement là-bas. Donc, il parlait de l'inconnu, quoi. Mais 28 ans plus tard, il y a un technicien agricole qui est passé dans le paysage, et qui a découvert que, ma foi, il avait des prairies bien vertes, que les autres, c'était des paillassons, et que, lui, il a dit pourquoi. Et alors, à ce moment-là, ce technicien, on a parlé à des scientifiques, on s'est monté peu à peu dans les étages, et il a fallu encore 20 ans qu'on fasse des comparaisons, des mesures, etc., pour que réellement, ça soit plus que pris au sérieux. Vous allez voir, ils ont inventé vraiment une technologie où là, les vers de terre sont introduits volontairement. Alors, voilà un sol. Alors, faites pas attention, hein, les mesures sont en pouces. Hein. On est en Nouvelle-Zélande. Hein. Bon, mais vous avez une accumulation dans une prairie de matière organique extraordinaire. Dans cette matière organique poussent d'ailleurs des champignons qui attaquent le museau des moutons. Hein. Ça s'appelle l'eczéma facial. De sorte que les moutons arrivent à ne plus s'alimenter. Alors ça, c'est en plus une maladie. Bien, on introduit les vers de terre. 2 ans plus tard, la matière organique a presque complètement disparu. On voit encore une petite couche. Voilà. Et surtout, la production d'herbes, qui était mesurée, tout simplement en coupant en surface, a augmenté, a plus que doublé, 120%. 10 ans plus tard, on va continuer. Hein. Là, cette fois-ci, il y a le criminel, et on voit un ver de terre qui émerge. Il n'y a plus du tout d'accumulation organique, et le rendement est retombé à seulement 100%. Seulement doublé. Bon, parce que, en fait, c'est rentré dans le circuit. Ça, les éléments nutritifs se sont dilués. Mais enfin, quand même, on voit que pour les éleveurs doubler leur rendement d'herbe, ne plus avoir de maladie, l'eczéma facial du mouton, ils respirent. Résultat, c'est une technique qui est maintenant est industrialisée. Voilà la machine qui permet de prélever des mottes de terre. Voilà les mottes. Comment elles sont prélevées par cette découpeuse, c'est une sorte de bêche à pelle, sur une roue. Et voilà le technicien en train de suivre derrière un tracteur qui avance et en train de répartir les mottes sur les champs, simplement pour introduire des vers de terre. C'est le seul cas au monde où on se sert systématiquement des vers de terre pour
tout simplement doubler la fertilité, sans apport d'engrais ni rien du tout. Tout juste font-ils, des fois, parce que quand le sol est devenu tellement acide, vous avez vu cette accumulation en surface, est telle que le sol est acide en surface. Alors ils font des fois un petit chaulage avant de faire ça. C'est long, hein? Oui, mais j'arrête. J'arrête.